La psychologie, quand on entend ce mot, on pense souvent à un divan, à des tests de personnalité, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? En réalité, c'est un domaine immense, une tentative fascinante de dessiner une carte de notre univers intérieur. Alors, allons-y, posons la question fondamentale. La psychologie, qu'est-ce que c'est au juste? Bon, si on prend la définition officielle, ça donne ça. Et il y a trois mots vraiment clés ici. D'abord, scientifique, ça veut dire qu'on se base sur des preuves, des faits, pas sur de simples opinions. Ensuite, comportement, ça c'est tout ce qui est observable, nos actions. Et enfin, processus mentaux, là on parle du monde intérieur, les pensées, les émotions, les souvenirs. Ce n'est donc pas de la spéculation, c'est bel et bien une science. Il y a cette citation d'Hermann Ebbinghaus qui est juste parfaite pour illustrer ça. C'est une formule géniale, non? Elle veut dire que les questions que se pose la psychologie, pourquoi on pense comme ci, pourquoi on ressent ça, sont aussi vieilles que l'humanité. Par contre, le fait de les étudier de manière scientifique, eh bien ça, c'est très récent. Et oui, avant d'être une science, la psychologie, c'était le terrain de jeu des philosophes. Depuis des siècles, que ce soit en Grèce antique ou en Chine ancienne, les grands penseurs se sont penchés sur ces questions fondamentales sur la nature humaine. Et devinez quoi, ces questions sont toujours au cœur de la discipline aujourd'hui. Prenez ce débat, un grand classique, l'inné contre l'acquis. Est-ce qu'on est avant tout le produit de nos gènes, de notre biologie? Ou est-ce que c'est notre environnement, notre éducation, notre vécu qui nous façonne? Aujourd'hui, on sait bien sûr que c'est un mélange complexe des deux, mais cette opposition a été le point de départ de siècles de réflexion. Autre question millénaire, le rapport entre l'esprit et le corps. Sont-ils deux choses séparées, une sorte de fantôme dans la machine, une conscience qui habiterait un corps physique, ou est-ce que notre conscience n'est finalement que le produit de l'activité électrique et chimique de notre cerveau? C'est une vieille interrogation philosophique qui est devenue le cœur des neurosciences modernes. Alors comment est-on passé de ces grandes réflexions à une science expérimentale? C'est là qu'il y a eu un vrai tournant, un moment décisif où la psychologie a, en quelque sorte, quitté le fauteuil du philosophe pour entrer dans le laboratoire. Et ce moment clé a une date, 1879. C'est vraiment la date à retenir. Cette année-là, en Allemagne, à Leipzig, un homme du nom de Wilhelm Wundt fonde le tout premier laboratoire entièrement dédié à la psychologie expérimentale. C'est l'acte de naissance officiel de la psychologie en tant que science. L'ambition de Wundt était immense. Il voulait décomposer la conscience en ses éléments les plus simples, un peu comme un chimiste qui analyse les atomes d'une molécule. Pour ça, il a utilisé des méthodes complètement nouvelles, comme mesurer les temps de réaction pour essayer de quantifier la vitesse de la pensée, ou encore l'introspection, où il demandait à des sujets de décrire de façon hyper rigoureuse leur expérience intérieure. Après Wundt, le champ explose littéralement. La psychologie entre dans une période incroyablement dynamique, un peu chaotique même, où différentes écoles de pensée vont apparaître et s'affronter pour définir ce que cette nouvelle science devrait être et comment elle devrait fonctionner. Cette frise chronologique, c'est un peu la carte de ces batailles intellectuelles. On voit bien comment chaque idée en provoque une autre, souvent en réaction. Du structuralisme, on passe au fonctionnalisme, puis le behaviorisme arrive et change toutes les règles, avant le grand retour de l'étude de l'esprit avec la révolution cognitive dans les années 50. La toute première école, donc, c'est le structuralisme, celle de Wundt et de son élève Titchener. Leur but, c'était de créer une sorte de tableau périodique des éléments de l'esprit. Ils pensaient que si on arrivait à identifier toutes les briques de base de la conscience, chaque sensation, chaque sentiment, on pourrait en comprendre la structure. Et tout de suite, une réaction, le fonctionnalisme, avec comme figure de proue William James. Eux, leur approche est différente. Ils disent « Ok, c'est bien de savoir de quoi est fait l'esprit, mais la vraie question, c'est à quoi il sert ?» Très influencés par Darwin, ils voyaient l'esprit comme un outil qui nous aide à nous adapter, à survivre dans notre environnement. Et là, attention, changement radical. Le behaviorisme déboule avec des gens comme John Watson ou B.F. Skinner, et il balaye tout sur son passage. Pour eux, l'introspection, ce n'est pas scientifique. On ne peut pas observer une pensée. Donc la psychologie de se concentrer uniquement sur ce qui est mesurable et observable, le comportement. Point final. Cette phrase de Skinner résume parfaitement leur philosophie. Pour eux, l'esprit est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dedans, et à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qui entre, les stimuli de l'environnement, et ce qui sort, les réponses, les comportements. Le reste, ça ne relève pas de la science. Pendant ce temps, en Europe, un autre courant émerge avec une vision complètement opposée, la psychologie de la Gestalt. Pour eux, l'esprit ne fait pas que décomposer les choses, au contraire, il les organise, il crée des formes, du sens. Leur credo, c'est que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Une mélodie par exemple, c'est bien plus qu'une simple succession de notes. Puis, dans les années 50, le pendule repart dans l'autre sens. On commence à voir les limites du behaviorisme. C'est ce qu'on a appelé la révolution cognitive.
Les psychologues veulent à nouveau ouvrir la fameuse boîte noire. Aidés par l'émergence de l'informatique, qui offre une nouvelle métaphore de l'esprit, on se remet à étudier scientifiquement la pensée, la mémoire, le langage. Et tout ça nous amène à aujourd'hui. Toutes ces batailles d'idées n'ont pas été vaines. Au contraire, elles ont permis de construire le paysage de la psychologie moderne. Un domaine incroyablement riche et diversifié, avec des dizaines de spécialités. On peut voir la psychologie actuelle comme ayant deux grandes branches. D'un côté, la recherche fondamentale, dont le but est de construire le savoir. On y trouve la psychologie du développement, la psychologie sociale, la psychologie biologique. Ces domaines posent les bases de notre compréhension de l'humain. De l'autre côté, il y a les champs appliqués. Là, on utilise ce savoir pour résoudre des problèmes très concrets du monde réel. La psychologie clinique, bien sûr, mais aussi la psychologie du travail, de l'éducation, du sport. C'est la psychologie en action, au service de la société. Au final, la psychologie est partie de quelques grandes questions philosophiques pour devenir une science foisonnante et en constante évolution. Son histoire nous le montre bien. Et aujourd'hui, avec l'essor des neurosciences et de l'intelligence artificielle, la question n'est plus seulement de savoir comment notre esprit fonctionne, mais de découvrir quelles sont les nouvelles frontières qu'il s'apprête à explorer.